si on veut faire le bilan d'une législature, on le fait à partir des 4 fonctions constitutionnelles dévolues à l'Assemblée nationale. Nous le savons et Abdou Fall l'a dit tout à l'heure, la première des fonctions d'une Assemblée nationale, c'est la fonction de représentation. Qu'est-ce que cette fonction de représentation doit induire comme conduite à l'Assemblée nationale? C'est d'abord, cette capacité, dans un contexte où les problématiques des lois sont des problématiques très complexes, cette capacité de l'Assemblée nationale à s'ouvrir sur les autres pour ne pas exclusivement dépendre de l'information qui lui provient du gouvernement qui lui présente des projets de loi et qu'elle est chargée de contrôler. Cette ouverture sur ces organisations, si on vient à l'Assemblée nationale dans cette législature-là, c'est caractérisé par la mise en place de réseaux parlementaires sur des domaines spécifiques. Je pense que Juliette travaille beaucoup sur les questions liées à la petite enfance, à la protection de la petite enfance. Moi-même, je suis président du réseau des parlementaires que nous avons créé sur la promotion de la sécurité routière au regard du nombre important d'accidents de la route, où députés de la majorité, de l'opposition comme des non-inscrits, nous ciblons une thématique bien précise qui nous intéresse, nous nous mettons ensemble pour réfléchir ensemble et travailler ensemble. Et la conséquence de ce travail en amont, où nous allons sur le terrain chercher des informations pour mieux nous documenter et documenter nos réflexions, la conséquence de cela, c'est que très souvent, ça nous amène à avoir des votes à l'unanimité. Je prends le cas du Code de la route. Lorsqu'il a été présenté au cours de cette législature, parce qu'en amont, des députés s'étaient tous retrouvés, opposition, majorité non inscrits, pour réfléchir et nous ouvrir à ces organisations qui s'occupent de la promotion de la sécurité routière, mais le vote a été obtenu à l'unanimité parce que nous avons été instruits sur le bienfait des dispositifs qui étaient proposés par le gouvernement. C'est donc ce dialogue avec les acteurs qui est extrêmement important parce qu'Abdou Fall l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans une assemblée nationale, il faut le dire, dans nos assemblées parlementaires en Afrique, nous sommes dans une sorte d'asymétrie d'expertise. Lorsqu'un ministre vient à l'Assemblée nationale, il a tout un cabinet. Je vois certains journalistes qui ont l'habitude de couvrir nos travaux, je pense à Georges que je vois ici. Mais lorsqu'un ministre arrive à l'Assemblée nationale, en commission comme en plénière, vous voyez que le ministre est entouré d'une panoplie d'experts et sur chaque question des députés, les réponses lui viennent de derrière. Or, le député, lui, qui pose cette question, il est tout seul. Et aujourd'hui, il reçoit le ministre du Tourisme, celui-là sort, il reçoit le ministre de l'Éducation, celui-là sort, il reçoit le ministre de la Santé. Et sur toutes ces questions-là, le député doit se prononcer alors qu'il est totalement seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, il faut régler le problème de l'ouverture de l'Assemblée pour éviter que l'Assemblée nationale n'ait comme seule source d'information que le gouvernement qu'elle est chargé de contrôler. Le deuxième élément, en dehors de cette fonction de représentation donc, qui postule l'ouverture de l'Assemblée et sur lequel nous avons beaucoup travaillé au cours de cette législature, c'est les commissions permanentes qui ne se limitent pas à attendre un projet de loi, mais qui peuvent aller sur le terrain, organiser des visites de terrain, s'imprégner de situations factuelles par rapport au fonctionnement de certains services de l'État. C'est des choses que toutes les commissions permanentes pendant cette législature ont pu initier et c'était une innovation majeure parce que jusqu'à présent, jusqu'à date, les commissions attendaient que le gouvernement vienne présenter un projet de loi, mais aujourd'hui, les commissions permanentes se déplacent, font le tour des services et je dirais pourquoi il est important que ce dialogue avec les services puisse se tenir à l'extérieur pour renforcer l'information utile à destination des députés. Ça, c'est la fonction de représentation. La deuxième fonction constitutionnelle, c'est la fonction législative. Sur ce plan aussi, je voudrais qu'on s'accorde sur ce qui se fait à travers le monde. On dit souvent l'Assemblée nationale ne travaille pas parce que la plupart des lois sont des projets de loi. Vous allez dans les assemblées nationales où l'expertise est totalement présente, le pourcentage de propositions de loi en général ne dépasse pas 5%.
Ici, à l'Assemblée nationale du Sénégal, depuis le début de la législature 2017, nous avons voté 153 lois. 153 lois, mais sur tous les domaines de la vie sociale. On a parlé tout à l'heure il y a des réformes constitutionnelles. C'est la loi sur le parrainage qui était important dans un dispositif et nous en voyons aujourd'hui les conséquences comparativement aux dernières législatives où le filtre du parrainage n'existait pas. On avait vu le nombre de candidatures et de listes que nous avions. Aujourd'hui, nous voyons le nombre de listes que nous avons. Pour l'élection présidentielle, le parrainage a montré également son utilité parce que c'est un filtre totalement démocratique, contrairement à certains pays où même le filtre est considéré comme démocratique, quand bien même c'est des élus qui parrainent. Ici, l'option a été prise dans cette loi pour que le parrainage se fasse par les citoyens, par le citoyen électeur, et c'est un principe démocratique. Nous avons d'autres types de lois. On a parlé du code électoral qui a été modifié à la suite du dialogue national initié par M. le Président de la République, Macky Sall. Mais nous avons plusieurs lois. Quand on prend le secteur des hydrocarbures, nous avons tous entendu le débat sur la malédiction du pétrole. Qu'est-ce que nous allons faire des ressources du pétrole? Est-ce que certains ont même dit, est-ce que Taïlé ou Youssef pétrole, etc. Mais quand on regarde le dispositif juridique qui est mis dans cette loi sur la répartition des recettes tirées des hydrocarbures, on se rend compte de la volonté de transparence et de prise en charge des préoccupations de développement intégrées dans cette loi par le président de la République et son gouvernement. Ça veut dire quoi? Nous avons des recettes. Leur répartition obéit aux termes de cette loi sous trois niveaux. Premier niveau, les recettes vont aller en partie dans le budget de l'État. Le budget de l'État, c'est un gage de transparence, c'est une traçabilité, parce que même les partenaires techniques et financiers, depuis les réformes enclenchées par le Sénégal du point de vue de la maîtrise de son cadrage macroéconomique et budgétaire, les partenaires techniques et financiers, Banque mondiale et tout ça, aujourd'hui sont beaucoup plus dans l'appui budgétaire au lieu de garder des ressources pour pouvoir les utiliser pour le Sénégal. Donc, le premier élément d'analyse, c'est le budget. On sort des recettes tirées des hydrocarbures, on les verse en pourcentage sur le budget de l'État. L'autre élément de recettes, d'affectation, c'est le fonds de stabilisation. Parce que nous avons une ressource sur laquelle nous comptons, mais cette ressource, au plan mondial aussi, connaît des évolutions erratiques. Ça peut monter, ça peut baisser. Donc, quand on calibre le développement d'un pays sur des recettes qui peuvent monter et baisser, on met en place un mécanisme de stabilisation. Comme ça, quand ça baisse, on tire sur ce mécanisme de stabilisation pour conduire les projets de l'État. Mais l'autre élément le plus important dans cette loi, c'est qu'on pense aux générations futures. Et il y a un fonds qui est mis en place et réservé, qui ne peut pas être utilisé dans l'immédiat, mais qui est réservé aux générations futures. Et ce modèle de partage des recettes, budget, stabilisation, génération future, est un modèle innovant que nous ne retrouvons pas en Afrique. Et le Sénégal a été un pays qui a beaucoup travaillé sur cette problématique-là avec un pays comme la Norvège qui, en la matière, a pu porter un développement à travers la répartition et la bonne utilisation de ces hydrocarbures.